La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Débats au cœur de la science, des chercheurs et chercheuses issus des sciences fondamentales et appliquées, ainsi que des sciences humaines et sociales, se penchent sur les sources d'énergie. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube de la BNF en partenariat avec RFI. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e débat au cœur de la science. Il sera question d'énergie au pluriel. Et évidemment, quelles énergies pour demain? Immense question autour d'une insoluble équation. Comment répondre aux besoins sans cesse croissants d'une population toujours plus nombreuse, de sociétés toujours plus énergivores, alors que l'épuisement des ressources fossiles, charbon, pétrole, gaz est une réalité, à laquelle s'ajoute la nécessité absolue de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, puisque nous n'avons pas le choix, comment faire cette indispensable transition vers des énergies renouvelables, solaires, éoliens, hydrauliques, qui ont, elles aussi, pour l'instant du moins, leurs limites? Faut-il changer radicalement de modèle? Comment aller vers la sobriété et l'efficacité énergétique? Quel choix opérer en matière d'énergie renouvelable, précisément, et de nouvelles technologies? Pourra-t-on se passer du nucléaire? Quel mix énergétique inventer pour répondre à nos besoins actuels et à ceux des générations futures? Autant de questions que nous allons soulever ensemble ce soir avec nos intervenants. Vous pouvez vous aussi, chers amis internautes, poser vos questions, poster vos réflexions sur le chat. Chloé Cotour, qui est avec nous du département sciences et techniques de la BNF, nous relayera vos questions, vos réflexions au fur et à mesure de ce débat qui ne se veut pas polémique, mais qui a pour but d'ouvrir justement à la réflexion en toute connaissance de cause et des faits, à nous de faire les choix ensuite et de nous faire notre opinion et de faire les choix les plus judicieux, comme va nous y inviter alors la spécialiste de l'économie de l'énergie, Anna Créti. Bonsoir Anna Créti. Bonsoir. Vous êtes professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine, PSL, directrice de la chaire économie du climat et de la chaire économie du gaz, co-autrice chez Cambridge University d'un ouvrage remarqué sur l'économie de l'électricité, et vous nous apportez de nombreuses pistes soutenables qui vont inspirer notre débat et le dégager des idéologies quelles qu'elles soient. Bonsoir Marc Fontcave. Bonsoir. Vous êtes professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques au Collège de France. Vous travaillez, Marc Fontcave, depuis de nombreuses années dans votre laboratoire pour développer des techniques innovantes de photosynthèse artificielle afin de résoudre les immenses problèmes de stockage des énergies renouvelables. Pour vous, la transition écologique ne pourra se faire qu'au prix d'efforts de longue haleine, reposant à la fois sur un changement des comportements et sur des innovations technologiques. Comme vous l'expliquez dans votre ouvrage, Halte au catastrophisme, les vérités de la transition énergétique, paru au début de cette année aux éditions Flammarion. Bonsoir Yves Marignac. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'association Négawatt, expert indépendant sur le nucléaire et l'énergie. Votre objectif est de nous montrer, de nous convaincre peut-être qu'un autre avenir énergétique sans ressources fossiles, sans nucléaire est possible. C'est la démarche de votre association, Négawatt, de promouvoir la sobriété, l'efficacité énergétique et le recours quasi exclusif aux énergies renouvelables à l'horizon 2050. Promesse ou réalité, nous avons en gros 1h30 ensemble pour nous faire notre opinion, mais avant de nous projeter dans les énergies de demain, je vous propose un petit retour en arrière. Vous en avez l'habitude dans les extraordinaires collections de la BNF où nous sommes, pour découvrir comment, il y a près de 100 ans, nous envisagions notre futur énergétique et combien la prospective est souvent malaisée entre science et science-fiction, optimisme ou catastrophisme. Voilà de quoi nous faire sourire et nous renvoyer aussi, je pense, à plus d'humilité avec ce numéro daté du 2 février 1933 de la revue de vulgarisation scientifique Science et Monde qui s'interroge sur l'électricité en l'an 2000. Alors depuis sa découverte, l'électricité en 1933 avait déjà conquis l'éclairage, les transports en commun, l'industrie. Elle est à ce moment-là toujours, déjà, encore, je ne sais pas comment il faut dire, pensée comme l'énergie de l'avenir. Alors rappelons que dans l'entre-deux-guerres, elle est principalement produite, cette électricité, par centrale thermique, c'est-à-dire par combustion du charbon ou par hydroélectricité, grâce à la construction de barrages. Les enjeux de production ne sont pas les seuls. Il faut aussi transporter et stocker l'électricité.
Cet article de Sciences et Monde, donc 1933, présente de nouvelles technologies, encore à l'état de projet ou d'études de laboratoire, voire d'utopie. Sont évoqués, vous le voyez sur cette image, le moteur à radium de Pierre Curie et la possibilité future d'utiliser l'énergie libérée, alors je cite, par la désintégration de la matière, mais aussi la mobilisation de toutes les ressources naturelles comme le vent, et oui déjà, qualifié de suprême ressource de l'avenir qui pourra être transformée en énergie électrique grâce à la construction de grandes éoliennes qui n'ont pas tout à fait l'architecture que l'on connaît aujourd'hui. Alors la question du stockage de l'énergie, ô combien d'actualité, sur laquelle d'ailleurs vous travaillez, Marc Fontcave, est-elle aussi abordée. L'auteur de l'article se plaisant à rêver, je cite, d'un accumulateur extra léger et capable de condenser d'énormes quantités d'énergie électrique sous un volume très réduit. Vous en pensez quoi, Marc Fontcave, de ces accumulateurs extra légers? On traduirait ça comment aujourd'hui? J'ai l'impression qu'ils avaient tout compris déjà en 1933. Puisqu'il parle d'énergie renouvelable, éolienne, il parle de stockage et il parle d'électricité. Et on aura le temps de voir ce que peut être le mix énergétique de demain, mais en gros, c'est effectivement plus de place aux énergies renouvelables, plus d'électricité. Et en effet, à partir du moment où on se retrouve avec ces énergies intermittentes, comme l'énergie solaire ou éolienne, se pose le problème du stockage. Et sur les accumulateurs, puisque je termine là-dessus, alors ils appellent ça des accumulateurs, aujourd'hui on appellerait ça des batteries. C'est ça. Et effectivement, ce rêve de stocker de l'énergie dans les batteries, donc ça existe depuis très très longtemps. Mais en même temps, ce qu'on apprend là, au-delà du fait qu'en effet ils avaient compris pas mal de choses, c'est que, comme je le dis, les choses ne sont pas simples parce qu'avec les idées qu'ils avaient, ça fait donc maintenant 90 ans, on en est quand même toujours à malgré des efforts considérables de chercheurs. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on a attribué le prix Nobel à 3 scientifiques qui ont découvert la pile lithium-ion. Donc voilà, donc il faut du temps et qu'il y a des contraintes physiques qui font que malgré ces visions excellentes, on n'y est pas encore et que les batteries, ça va venir, mais ça ne permet pas de stocker les quantités massives d'énergie. On va y venir, je vais vous faire réagir chacun d'entre vous, Anna et Yves. Je veux juste terminer sur cet article de Sciences et Monde qui se conclut ainsi. Nous imaginons qu'à cette époque, donc il se projette en l'an 2000, si proche de nous que nos enfants peuvent l'atteindre, je vous rappelle que nous sommes en 1933, toutes les sources d'énergie sont mobilisées, non seulement les chutes d'eau et le charbon pulvérisé brûlant directement dans des turbines génératrices d'électricité, mais encore le vent fournissant l'électricité par une poussière de moulins répartis partout dans le monde, et aussi les usines thermiques à vapeur d'océan. Tiens donc, l'énergie électrique se distribuera dans le monde avec la même aisance, écoutez bien, qu'aujourd'hui les bidons d'essence. Et oui, en 1933, on rêvait donc d'une énergie électrique qui serait produite à l'infini grâce aux progrès techniques. En 2021, on rêve de pouvoir satisfaire la demande énergétique aux moyens d'énergie propre et renouvelable. Dans les deux cas, est-ce qu'il s'agit d'une vision utopique? Et là, c'est à l'économiste de l'énergie que vous êtes, Anna Créti, que je vais demander de réagir. Je suis toujours passionnée par ces exercices un peu de retour au passé pour voir comment les futurs avaient été pensés. Et je suis d'autant plus sensible en fait que dans mon métier, je pense que notre force est justement celle d'avoir un peu les enseignements du passé. C'est incroyable de voir à quel point cette généralisation de l'usage de l'énergie, de l'électricité en particulier, était vue aussi comme quelque chose de magique, quelque chose qui était vraiment très lié au progrès. Si on doit faire juste pour cette question de la diffusion et du déploiement de l'électricité, il faut faire quand même les constats qu'aujourd'hui, encore une fois, quelque chose qui nous ramène à la différence entre cette vision un peu futuriste, progressiste et ce qu'on a acquis aujourd'hui, donc en plus des aspects techniques que l'on vient de souligner, on n'a pas encore l'accès universel à l'électricité.
Précarité énergétique. Alors, il y a différentes dimensions. On peut avoir, comme c'est le cas par exemple d'une très grande partie de l'Afrique, vraiment des populations qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Donc là, c'est assez drastique. On peut avoir des problèmes qui sont plus d'une électricité qui est trop chère par rapport aux moyens, disons, de généralisation des populations qui ne peuvent pas se permettre de payer toujours la facture d'électricité. Donc, c'est ce qu'on appelle les problèmes de la vulnérabilité énergétique en général. Et après, on peut avoir, effectivement, même dans les pays développés, un problème qui devient de plus en plus important de pauvreté énergétique. C'est le cas où des foyers dédient plus de 2/3 de leurs revenus aux dépenses en énergie ou vivent dans des passoires énergétiques. Donc, malgré tous les progrès techniques qu'on a fait sur la production d'électricité, mais aussi dans son transport, sa distribution, cet objectif n'a pas encore été atteint. Et il s'agit non seulement de technique, mais aussi de choix de politique publique. C'est un choix. Alors Yves Marignac, mais je me tourne maintenant vers vous. C'est un choix. Que pensez-vous de cette prospective, vous qui êtes donc membre de cette association Négawatt? Vous êtes plutôt dans une vision qu'il faut consommer moins d'électricité, réduire notre consommation, être dans la sobriété. En même temps, Anna-Kriti soulignait avec justesse que c'est pas le cas pour tout le monde sur cette planète. Donc, où est-ce qu'on en est et est-ce que vraiment c'est une question de choix aussi? Oui, alors d'abord, moi je trouve ça passionnant aussi de se replonger dans des visions qui portent sur le même type d'horizon que celui qu'on doit considérer aujourd'hui quand on se pose notamment la question de la lutte contre le changement climatique, puisque l'objectif fixé aujourd'hui, c'est maintenir le réchauffement moyen de la planète sous 1,5 degré à l'horizon de la fin du siècle. Donc, on est pratiquement sur les mêmes horizons. Et ce que je trouve très intéressant dans cette vision, qui nous appelle évidemment à un exercice critique sur ce que nous sommes capables aussi de produire d'un point de vue prospectif, c'est que, d'une certaine manière, sur le plan technique, avec toutes les approximations qu'on peut avoir quand on projette l'évolution des technologies, elle est plutôt juste. Et notamment l'idée que l'électricité va devenir, de par son caractère pratique, une forme dominante de distribution de l'énergie. Mais elle est profondément fausse par rapport aux limites auxquelles on est confronté aujourd'hui. Et effectivement, ça nous appelle à prendre en compte, lorsque on réfléchit à la prospective de l'énergie, non seulement les évolutions technologiques, mais aussi les conditions de leur déploiement, les conditions de leur partage, de leur accès. Et là, on touche non seulement à de la technique, mais aussi à de l'économie et à de la politique, effectivement. Mais vous avez posé ça au départ sur une prospective entre optimisme et catastrophisme. Et je crois que c'est précisément ce dont on a besoin aujourd'hui, et c'est ce que la voie, en tout cas étroite, que nous cherchons dans le travail que nous faisons avec l'association Négawatt. On a à la fois besoin de renoncer à cette espèce d'optimisme technologique qui s'est développé encore plus dans la deuxième moitié du siècle, avec l'idée que les solutions technologiques résoudront tous nos problèmes. Il faut aujourd'hui prendre en compte le fait que la planète a des limites. Et c'est ça qui nous oblige à intégrer dans l'équation la maîtrise des ressources et donc une action sur nos consommations. Mais voilà, il faut pas sombrer, pas rester dans cet optimisme un peu béat, mais il faut pas non plus sombrer dans le catastrophisme et se dire, comme le font certains, que l'effondrement est inévitable. Il faut chercher une voie, et cette voie, elle passe effectivement par une prise en compte des options techniques, mais aussi des conditions politiques et économiques de déploiement. Marc Pontka, vous voulez réagir? J'ai envie qu'on démarre sur le constat que vous partagez au fond tous quand même, qui est sur l'épuisement des énergies fossiles, l'obligation de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi notre consommation, qu'il faut aller vers des énergies renouvelables. Je crois que ça, c'est un constat qu'on partage tous et qui est quand même, effectivement, on va tomber ni dans le catastrophisme, ni dans un optimisme béat, c'est pas ça le propos, mais établir les bases. Ce constat-là, vous êtes d'accord aussi, Marc Pontka? C'est vraiment le constat de base, je crois. Je crois qu'on est tous d'accord. Voilà. Là où je voudrais mettre un bémol, peut-être, c'est pour ne pas non plus basculer sur un sentiment que je ressens parfois, alors, je ne sais pas comment l'appeler, de technophobie ou de critique de la science et de la technique. Parce que
Anna tout à l'heure a dit on n'y est pas arrivé. Mais en même temps, depuis 1933, certes, il y a de la précarité énergétique, il y a des parties entières de la planète qui n'ont toujours pas vu un électron, mais néanmoins, l'humanité, aujourd'hui presque 8 milliards d'habitants, a vécu un progrès fantastique. Et donc, il ne faut pas... Et ce progrès fantastique, bien sûr, c'est en partie grâce aux énergies fossiles, et c'est pour ça qu'il est si difficile de s'en débarrasser. Et deuxièmement, c'est aussi grâce à la technique, justement, et à la science. C'est pas parce que je suis moi-même chercheur, mais quand même, il faut regarder les choses en face. Et d'ailleurs, si la révolution énergétique est possible à travers le développement des nouvelles énergies, c'est bien parce que il y a eu aussi bien au niveau de la recherche fondamentale que de la recherche technologique et industrielle, parce que là aussi, on a aussi l'habitude de dire les industries jouent pas le jeu, etc. Moi, je dis qu'elles le jouent, pas assez peut-être, mais dans la grande majorité le jouent. Mais tout cet ensemble-là, ce continuum de recherche, a fait la découverte de l'effet photovoltaïque, donc aujourd'hui l'énergie solaire, a découvert a amélioré les batteries, donc tout le développement de lithium-ion et de la mobilité électrique qui est possible. Sans ça, il n'y aurait même pas de possibilité de faire la moindre révolution énergétique. Donc il faut faire attention, il y a eu des progrès fantastiques. Effectivement, maintenant, on se retrouve devant une sorte de mur un peu difficile qui est constitué par l'accroissement de la population, évidemment très important, qu'il faut nourrir, alimenter en énergie. Et en face, on voit effectivement des limitations de ressources. Donc là, on se pose de nouvelles questions. Mais moi, je suis quand même... C'est pas pour dire que la science, elle doit être béatement adorée, mais je continue à penser qu'il y a tout un tas, et c'est ce que je dis dans le livre, mon optimisme, il est aussi dans le fait que je vois des jeunes gens pas assez dans mon laboratoire ou dans plein de laboratoires dans le monde, essayer d'apporter des réponses technologiques. Parce qu'il y a encore des questions à résoudre. Mais justement, je trouve que si on les réunit c'était là, juste le petit bémol. Ça me semble très intéressant parce que justement, comment dire, ce sont des questions éminemment complexes où on commence à avoir, j'ai envie de dire, plus de billes, on sait nos limites, on sait jusqu'où on peut aller, plein de choses qu'on ne sait pas encore, mais qu'au fond, il faudrait qu'on prenne tous à bras-le-corps, c'est-à-dire que la science, la technique, notre esprit humain pourrait prendre ça à bras-le-corps, il faut le prendre aussi avec la vision économique, il faut le prendre aussi avec la vision... au fond, il faut tout prendre en compte aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui est extrêmement complexe, qui peut être très décourageant, mais qui devrait, j'ai envie de dire, nous inspirer, nous donner envie d'y aller, quoi, justement, parce que c'est énorme et comme il faut travailler problème. Collectivement. C'est-à-dire, bon, j'ai fait ma sortie sur le catastrophisme. Maintenant, pour moi, d'une certaine façon, c'est terminé cette histoire. C'est-à-dire que ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que nous travaillons ensemble à trouver les solutions. Voilà. Et c'est ça la question. Et de sortir de ce qui s'est passé, je dirais, peut-être il y a 3 ans, 2 ans, mais qui a l'air de baisser un tout petit peu, qui sont toutes ces postures qui consistent à pointer du doigt des boucs émissaires qui feraient pas assez bien le job, etc. Au fond, il faut relever les manches et tous ensemble, Yves Marignac. Oui. Alors, d'abord, évidemment, il faut surtout pas, quand je dis qu'il faut pas rester dans cet optimisme béat sur le fait que la technologie seule va nous sauver, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut tourner le dos à la technologie et encore moins à la science et à la connaissance. On en a absolument besoin, d'autant plus dans un débat aujourd'hui sur l'énergie qui n'est pas le dernier à être sujet aux fake news, etc. Donc, loin de moi cette idée, mais on est quand même face à deux choses. D'abord, les limites, effectivement, de la planète et les technologies, enfin une bonne part des technologies nous amènent plutôt à déplacer les ressources sur lesquelles on va toucher ces limites qu'à effectivement les dépasser. Je pense en particulier aux batteries qu'on vient d'évoquer qui vont, si on projette aujourd'hui le type d'évolution qui est dans un certain nombre de scénarios, en fait, substituer le risque, l'épuisement progressif des énergies fossiles par l'épuisement progressif des métaux critiques pour les batteries. Donc on voit bien que ce type de solution technologique n'est pas une vraie solution au problème que l'on doit affronter. Et puis il y a un deuxième enjeu qui est que, en fait, et plus le temps passe, plus on est confronté à l'urgence.
C'est-à-dire qu'on a parlé de la crise climatique. Aujourd'hui, on parle de l'urgence climatique. Il faut parler même de l'urgence écologique parce que l'effondrement de la biodiversité, notamment, est devant nous aussi. Et donc, on a besoin, tout en travaillant évidemment à l'innovation et à des solutions qui vont accélérer les transformations que l'on peut mettre en œuvre, on a absolument besoin, et c'est en ça que ce rapport à la technologie est difficile aujourd'hui, de commencer par mettre en œuvre ce que l'on peut faire avec les outils technologiques et les outils de transformation sociétale dont on dispose d'ores et déjà. Et on peut, quand on regarde les choses en face, constater qu'on est loin d'avoir mis en œuvre tout ce que l'on peut d'ores et déjà mettre en œuvre pour faire mieux face aux enjeux auxquels il faut. Donc on a de la marge, il faut se hâter lentement pour reprendre en fait, aujourd'hui, un proverbe chinois. On a de la marge. On a une petite marge. De plus en plus, l'évolution que je trouve frappante sur les 20 dernières années dans les scénarios qu'on appelle de transition énergétique ou aujourd'hui les scénarios de neutralité carbone, c'est-à-dire de traitement au niveau nécessaire de la question climatique, c'est que, en fait, il y a 20 ans, le débat, et même il y a 10 ans pratiquement encore, le débat, il était sur la faisabilité technique de ces évolutions, de la maîtrise de la consommation, l'efficacité, les renouvelables. Ensuite, il s'est déplacé vers la faisabilité économique. Et aujourd'hui, devant les progrès de ces options-là, cette faisabilité économique, elle est relativement assurée, mais Anna Chrétien en parlera mieux que moi. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème de faisabilité politique. C'est-à-dire penser collectivement cette transformation à long terme et mettre en œuvre dès aujourd'hui ce qui est nécessaire compte tenu du temps de déploiement. Ça, on a beaucoup de mal dans nos systèmes démocratiques à le faire. Et pour moi, c'est vraiment ça la priorité des priorités aujourd'hui. Je pense qu'on va y revenir, mais je voudrais faire parler Anna Chrétien justement sur ces questions économiques et aussi parce que vous m'avez dit, Anna Chrétien, mais finalement, il y a plein de pistes, il y a plein de solutions, mais il faut d'abord se poser les bonnes questions. Au fond, quelles énergies et pourquoi faire, c'est ça ? C'est tout l'essence du mot transition, sinon on aurait appelé une révolution et de toute façon on en a déjà eu justement des révolutions techniques et technologiques. Pourquoi on l'appelle transition ? Parce que dans les choix qui ont été faits justement depuis les années rêvées, en 1930 pour 2000, on a progressivement installé des points un peu de dépendance. Donc on a fait des choix au fur et à mesure dans les technologies qu'aujourd'hui on remet en discussion. Et donc revenir sur ces choix, revenir sur aussi les investissements qui ont été faits est quelque chose dont notre société a du mal à faire. En fait, en général, on dit toujours que le capital, ça s'accumule. La transition écologique, énergétique, c'est aussi un cas où le capital doit être détruit en faveur de d'autres formes et des changements. Changement de paradigme, en fait. Changement de paradigme, changement aussi de comportement. Parce que là, pour l'instant, nous avons plutôt parlé de ce que, en tant qu'économiste, je dirais, tout ce qui est le côté de l'offre, de la production et donc de l'offre de l'énergie. Mais ceci se fait grâce à des subventions justement à la R&D. Si on peut faire de la recherche sur ces questions, c'est aussi parce que quelque part, il y a des incitations qui sont en grande partie aussi publiques, qui l'ont été surtout dans le passé, qui ont permis ces avancées. Donc tous ces systèmes-là qui donnent les solutions techniques sur lesquelles on est en train de discuter, on peut revenir sur comment il a été façonné et comment il faudrait le façonner dans le futur. Et à côté de cela, il y a aussi tout un ancrage qui a été fait dans les usages. Donc je sais justement que c'est un peu les messages de Négawatt, c'est-à-dire que en tant que consommateur aussi, nous devons changer nos comportements. Et ça, c'est un autre phénomène peut-être même plus difficile à faire changer. Ce n'est pas que la technique. Aujourd'hui, on a le choix. On a le choix de pouvoir, par exemple, dans la mobilité, se passer de solutions qui peuvent être polluantes. Cela peut engendrer une diminution du confort. Par exemple, un allongement du temps de trajet.
face à la possibilité, tout le monde n'a pas directement le choix de dire oui, je ne prends pas l'avion et je prends le train, ou dans l'échelle urbaine, j'ai fait le trajet multimodal, vélo, métro, etc., ou plutôt vis-à-vis du transport plus confortable, entre guillemets, en voiture. Donc il y a tout un processus qui fait que la valorisation des solutions technologiques doit devenir en fait quelque chose qui est commun, qui est choisi par les citoyens. Et donc c'est aussi cette dimension sociétale qui est très différente par rapport aux autres révolutions technologiques que nous avons vécues. Et qu'est-ce que vous proposez justement, Anna Créti, pour qu'on aborde finalement cette question de l'énergie sous tous ces aspects? On a bien compris, c'est l'aspect scientifique, technique, l'aspect évidemment environnemental, écologique, enfin climatique, l'aspect économique, l'aspect changement de société et l'aspect effectivement enfin, de société qui nous concerne tous. Comment est-ce qu'on fait pour aborder justement une question qui nous concerne tous, aussi complexe que ça, mais l'aborder comme ça, parce qu'il y a comme ça qu'on va y arriver? L'économiste à nouveau dirait que c'est toute une question d'incitation. C'est-à-dire que après la connaissance, après les constats, après le fait de dire oui, on a des solutions qui sont possibles. Et le deuxième constat, comme je disais, on n'y va pas de façon spontanée. Il faut enclencher une dynamique qui vient des instruments économiques qui permettent de prendre les bonnes décisions. Par exemple alors, j'ai cité le fait des subventions à la R&D qui permettent de franchir d'autres étapes dans les avancées technologiques qui permettront de stocker l'électricité, d'utiliser l'hydrogène, par exemple. Donc, des moyens techniques qui pourront faire face à l'arrêt ou la diminution d'exploitation des ressources fossiles. Il y a le renforcement des réseaux de transport et de distribution. Donc tout ça, derrière, donc, il y a un savant équilibre entre des subventions et la rentabilité économique des solutions qui sont proposées. Ces subventions-là sont aussi un instrument très puissant qui, jusqu'à présent, a aussi nourri toute l'industrie fossile. Dans ces cas-là, il faudrait par contre les éliminer. Diriger les subventions vers la R&D en renouvelable. L'énergie verte. Les systèmes financiers est en train aussi de changer. C'est-à-dire que ça fait partie justement du changement du côté de la production, de l'exploration, de l'exploitation des ressources fossiles. Aujourd'hui, on parle de finances vertes. Donc, on investit de plus en plus, on donne des incitations à changer les portefeuilles et on dit même les aligner par rapport aux objectifs de l'accord de Paris. Changement très difficile parce qu'il y a des problèmes de mesure de qu'est-ce que ça veut dire aligner un portefeuille par rapport aux objectifs de l'accord de Paris. Mais on est en train de discuter ces questions. Et après, il y a quand même comment donner un prix à l'externalité dont on parle, c'est-à-dire la pollution, les émissions de CO2. Idéalement, il faudrait dire il y a un prix carbone. Idéalement. Mais c'est une mesure très difficile parce qu'aujourd'hui, comme dans plusieurs des problèmes de transition énergétique, on a un gros problème d'acceptabilité des politiques qui peuvent résoudre techniquement, donc peuvent donner ces incitations pour changer les investissements, changer les comportements, etc., mais qui sont des politiques fortement contestées, difficiles à mettre en place, d'autant plus difficiles qu'elles touchent non seulement les systèmes de production, mais aussi les citoyens. Voilà. Donc ça, c'est un peu... il y a quand même... on ne peut pas changer le monde et on ne l'a jamais fait à coût zéro. Donc là, c'est un point fondamental, le fait de dire, bon... Ça va avoir un coût, mais on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Marc Fontcalve. Oui, non, là où peut-être je ne partage pas ce qui vient d'être dit, c'est que financer, subventionner, oui, mais quoi ? Comme si on savait aujourd'hui quelles étaient les solutions miracles qui attendraient d'être subventionnées. Bon, je ne crois pas à ça.
je crois qu'on n'a que des solutions incomplètes. D'ailleurs, Yves l'a même dit, puisque quand j'ai parlé de mobilité électrique, il a soulevé en effet tous les problèmes de métaux, de pollution induite, les électrodes en graphite qu'il y a dans les batteries, ce sont des pollutions massives en Chine, d'où l'on tire ce graphite, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Si on avait des solutions miracles, effectivement, on se demanderait pourquoi on n'y est pas allé depuis. Et donc, je comprends que ça ne soit pas si facile. Bon, alors, c'est facile de dire arrêtons de subventionner les fossiles parce que on a une sainte horreur maintenant de ces énergies pour de bonnes raisons. Mais après dire qu'est-ce qu'il faut soutenir, qu'est-ce que l'économie nous dit de soutenir, mais si vous voulez, quand vous prenez chacune des solutions pose des problèmes. Le photovoltaïque en pose, les batteries en pose, les éoliens en pose, le nucléaire en pose, les fossiles bien sûr. Donc on n'a que le choix entre de mauvaises solutions. Donc c'est pas si facile d'orienter les subventions, le soutien à la recherche, etc. Ça c'est c'est la première remarque que je voulais. On n'a que le choix de mauvaises solutions. En même temps, il va falloir creuser parce que elles sont pas mauvaises, elles sont incomplètes. Donc finalement, il y a peut-être une possibilité dans le mix, justement, comme dans le fait qu'on doit absolument essayer de tout englober, c'est complexe, essayer de travailler dans toutes les directions. Pour vous, Marc Fontcave, c'est quoi le plus gros problème? Je sais que vous parlez, la question la plus compliquée, c'est celle du stockage par rapport à ces énergies oui, bien sûr, parce renouvelables. Effectivement, la question qui est posée, c'est le titre de l'émission, je crois. Quelles énergies pour demain? Quelles énergies pour demain? Et avec un S. Je crois qu'on est obligé de raisonner en termes de mix énergétique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un mélange de différentes sources d'énergie, parce que, et c'est peut-être ce qui me différencie de ce que dit Yves et de ce que disent nos amis de Négawatt, à savoir que je ne crois pas à la possibilité, en tout cas aujourd'hui, peut-être dans quelques dizaines d'années, à la possibilité aujourd'hui de vivre sur 100% d'énergie renouvelable, parce qu'il y a un problème de stockage, il y a un problème de pilotabilité de l'énergie et un problème de stockage. La preuve en est, c'est que tous les pays qui ont mis, et c'est formidable, d'ailleurs grâce, je crois que Yves a évoqué ça, grâce en effet à des prix qui ont chuté pour le solaire et l'éolien de façon formidable, même si on ne calcule pas tout à fait les mêmes choses quand on évalue ces prix-là, mais c'est un détail. Mais ça veut dire qu'il y a eu un effort considérable. Mais même ceux qui sont allés très loin, je pense à l'Allemagne, au Danemark, finalement, ils continuent à avoir des machines thermiques et du nucléaire. Et, pourquoi ? Parce que pour le moment, personne ne sait dépasser 30 à 40% d'énergie renouvelable sans avoir de pilotable. Donc, voilà. Alors, Négawatt dit 100% c'est possible. Alors, évidemment, ils y arrivent parce que c'est au prix d'une sobriété maximale. C'est l'association qui propose la plus grande diminution d'énergie totale de consommation. Alors évidemment, ce sont des choix de société. Peut-être que Yves nous dira comment il peut y arriver à diminuer autant. Mais oui, pour moi, c'est le stockage d'énergie qui est le problème principal. Parce que quand je veux donner juste un exemple, quand il y a plus de vent et plus de soleil, évidemment, soit vous avez des machines thermiques ou nucléaires qui font tourner à ce moment-là, soit vous avez de l'énergie stockée que vous réutilisez. Alors, juste un exemple, et je termine là-dessus pour pas être plus long, on parle de l'hydrogène. Chaque fois, on nous dit... moi, j'ai travaillé longtemps sur l'hydrogène. C'est une forme de stockage, en effet, des énergies électriques. Bon, le problème, c'est qu'il y a de la physique derrière et que les rendements ne sont pas bons. Donc, quand vous stockez 100 d'énergie avec de l'hydrogène, vous en ressortez, 25, 30. Donc, vous perdez voilà. Donc, on a des problèmes de ce type-là, vous voyez. Donc oui, moi je rêverais en effet de ne vivre que de vent et de soleil, mais aujourd'hui mon analyse c'est qu'on n'a pas les technologies et c'est peut-être là qu'on se différencie. On n'a pas les technologies, en même temps vous dans votre laboratoire vous travaillez sur des technologies c'est pour ça que depuis des années. Vous voyez, évidemment moi j'ai pas d'agenda politique ou idéologique ou de posture. Il s'avère que je suis en plein là-dedans dans mon labo, alors modestement avec de brillants étudiants qui passent leur vie à ça, on essaye de trouver des façons de stocker de l'énergie solaire. En vous inspirant notamment de la photosynthèse. Voilà, on vient d'ailleurs aujourd'hui, 8 juin, on vient d'obtenir un prix de la Royal Society of Chemistry anglaise pour un résultat en effet de photosynthèse artificielle qui a été publié dans les Proceedings de l'Académie des sciences des États-Unis.
Oui, on travaille là-dessus, mais je sais, parce que j'y suis dedans, qu'il y a des problèmes et on les a pas encore résolus. Pour vous, c'est une question de temps. Oui. Enfin, ces problèmes-là de stockage, par exemple, sur les techniques très innovantes sur lesquelles vous travaillez, qui sont de copier finalement la nature ou la chimie naturelle, est-ce que vous pensez que c'est une question de temps? Est-ce que vous pensez que c'est une question de saut technologique quantitatif? C'est une question de limite fondamentale de la physique, d'une part, il y a une certaine limite, alors on est encore loin de cette limite. Deuxièmement, c'est une limite de temps, parce que les problèmes sont complexes, mais évidemment, si je travaille dessus avec des jeunes, comme j'ai dit, très investis, c'est parce qu'on pense qu'on peut y arriver, et d'ailleurs, on est soutenu par des entreprises pour faire ça. Mais ce temps, il est important, et là aussi, peut-être, il y a une divergence avec Yves, c'est que je sais bien qu'il y a une certaine urgence, mais on ne peut pas non plus, parce que c'est urgent, faire croire aux gens qu'il faut investir, enfin les fameuses subventions, dans des technologies qui en fait ne sont pas des solutions, ne sont pas des solutions optimales. Donc il faut trouver un bon équilibre à la fois dans le message et dans l'action, qui est de dire, écoutez, on va y arriver, aussi bien d'ailleurs à la fois par de la sobriété en partie, mais aussi par de la science et de la technologie. Mais si jamais la fin du monde est effectivement dans 3 ans, ou comme certains l'ont annoncé, de toute façon, c'est pas la peine, c'est râpé. Les Allemands, pour se débarrasser du nucléaire, ça fait 11 ans presque après Fukushima, ils sont passés de 18 à 11% du nucléaire. Bon, vous voyez, ça se fait pas comme ça, quoi. Et pourtant, ils en avaient une vraie volonté. Bon, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc, effectivement, le climat, parce qu'on ne va pas aller assez vite, va se durcir, ça va être plus chaud. Il y en a qui vont souffrir, d'autres peut-être un peu moins. Globalement, ça va être pénible. Mais à nouveau, je ne pense pas que le discours sur l'urgence soit suffisant pour trouver les solutions. Voilà. Yves Marignac. Oui, alors je vais revenir peut-être sur cette idée de changement de paradigme pour faire le lien avec ce que nous considérons être la nécessité de la sobriété et expliquer un peu plus peut-être ce qu'on entend par sobriété. Mais ce changement de paradigme, et l'exemple de 1933 nous y renvoie aussi, c'est en fait la fin de la société d'abondance. Dans cette illustration de 1933, et Marc l'a évoqué, on a découvert depuis l'effet photovoltaïque. On a découvert aussi l'énergie nucléaire. Et donc, on a ajouté des capacités techniques de production d'énergie que l'on n'imaginait même pas à l'époque. Et donc, tout ça aurait dû renforcer cette idée d'une société d'abondance où, effectivement, l'énergie, les ressources sont suffisamment abondantes grâce aux technologies pour nous alimenter. Et en fait, non. Et ça nous pose aujourd'hui un problème fondamental, extrêmement nouveau dans notre rapport en tant qu'humanité à l'énergie et aux ressources en général, c'est que peut-être pour la première fois, il ne faut plus procéder par addition de solutions à d'autres qui viennent progressivement s'ajouter et les éliminer. Mais on dit quand même, on continue par exemple à utiliser du bois énergie sous une forme traditionnelle, alors même qu'on a trouvé des manières beaucoup plus efficaces aujourd'hui de se chauffer. Donc il ne faut plus procéder par addition, il faut procéder par substitution. Il faut que certaines formes d'énergie, parce que toutes les énergies ont des impacts et posent des problèmes, mais certaines plus que d'autres, il faut progressivement remplacer certaines énergies par d'autres, et même certaines ressources par d'autres, puisque, encore une fois, si on ne prend pas en compte que l'effet climatique, mais les questions d'épuisement des ressources minérales, les questions d'atteinte à la biodiversité à travers l'extractivisme, etc., le problème est beaucoup plus large, beaucoup plus systémique encore que la question de l'énergie. Et justement, c'est un problème systémique, c'est-à-dire que historiquement, et si vous pensez à toutes les grandes étapes de progrès de l'humanité, c'est assez clair, notre évolution, elle est intrinsèquement liée à notre rapport aux ressources et à notre rapport à l'énergie. On a évoqué tout à l'heure à quel point les énergies fossiles ont permis un développement économique et démographique sans précédent. Mais l'histoire aujourd'hui, c'est de savoir capitaliser sur le progrès technologique que l'on a accompli, notamment dans notre façon d'utiliser les énergies renouvelables, qui, elles, n'épuisent pas de la même manière des ressources, capitaliser là-dessus pour aller vers autre chose. Et c'est là que la sobriété intervient.
La sobriété, elle est à la fois nécessaire parce que contenir cette quantité globale d'énergie à consommer est une condition pour faire de la substitution plutôt que de l'addition. Pour le dire autrement, dans un monde où les ressources sont de plus en plus limitées, choisir les raisons pour lesquelles on consomme des ressources, parce que c'est ça fondamentalement la sobriété, fait de plus en plus sens, et d'autant plus dans nos pays qu'il faut maintenir la capacité d'autres populations dans des régions où le développement économique est très en retard à progresser dans leur accès à l'énergie. Donc la sobriété, elle est nécessaire par rapport à cette question de sortie de l'abondance, et elle est nécessaire aussi parce que vis-à-vis de la mise en œuvre de nouvelles solutions et du rythme auquel on peut le faire, eh bien effectivement, plus on contraint, plus on contient là encore le système, plus les nouvelles solutions que l'on met en place trouvent naturellement leur place et viennent effectivement se substituer aux autres. Et on est probablement en désaccord sur la confiance que l'on peut faire à l'évolution vers un système 100% renouvelable. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, toutes les briques technologiques qui permettent de penser ce système sont là, même si elles ne sont pas toutes optimisées du point de vue des rendements, par exemple, du côté du stockage. Et il n'y a pas que Negawatt qui pense ça, de plus en plus d'acteurs le pensent. L'Agence internationale de l'énergie a sorti une vision de neutralité carbone à 2050 avec 90% d'énergie renouvelable dans l'électricité mondiale. Si on est à 90%, les 10% qui restent, c'est du nucléaire. Ça veut bien dire qu'il y a plein d'endroits dans le monde où l'Agence internationale de l'énergie projette 100% renouvelable. Mais on n'est peut-être pas d'accord sur la confiance à faire dans le point d'atterrissage, mais on devrait être d'accord sur le fait que c'est une priorité aujourd'hui d'investir dans la maîtrise de la consommation et dans le développement des renouvelables, parce que ce sont les briques dont on est le plus sûr qu'elles seront des constituants indispensables du système énergétique de demain. Là, je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus, mais je voudrais faire intervenir... Juste une question peut-être. Oui, mais je voudrais bien faire intervenir Anna Créti. Ensuite, là-dessus, en plus, parce que l'économiste que vous êtes, quand on dit qu'il ne faut plus additionner maintenant, mais qu'il faut substituer, vous avez sûrement votre mot à dire là-dessus. Oui, non, mais je pense que la clé est la substitution. La différence, c'est que je ne pense pas qu'on pourra y arriver spontanément. C'est pour ça que je dis que tout est une question d'instruments économiques qui prennent le relais par rapport aux solutions techniques. Parmi les solutions techniques existantes, déjà, sans penser à celles du futur, je pense qu'il y a des biais énormes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, même sur les solutions qui existent, je ne suis pas sûre que spontanément, ni les citoyens, ni les entreprises prennent les bonnes décisions. Ils le savent, mais ils ne les prennent pas. C'est une question de choix parce que c'est trop difficile. C'est parce que c'est une question de faire des efforts. Aussi parce qu'il y a une demande qui continue à être forte. Voilà, parce que c'est le fait de dire de changer les habitudes de consommation n'est pas quelque chose de spontané, parce que cette abondance, on y a été habitué et on n'a pas internalisé les effets des émissions de CO2, de la pollution locale. Et je voudrais aussi mettre un bémol sur le fait que effectivement, les scénarios, moi j'ai toujours un peu de mal avec les scénarios, mais admettons. Là, on parle de l'électrique, donc on parle de la décarbonation de l'énergie, et donc un scénario 80% électricité renouvelable est techniquement faisable. Peut-être, il faut voir comment on y arrive et à quel coût on y arrive, ça c'est encore une autre question. Mais les problèmes, quand on parle d'énergie, ce n'est pas seulement l'électricité, c'est toutes les énergies primaires et aussi l'usage de l'énergie dans les transports et dans l'industrie. Donc par exemple, sur l'hydrogène, c'est vrai que le problème du rendement dont on parlait tout à l'heure, c'est dans le stockage de l'électricité. Mais après, il y a un rôle de l'hydrogène qui est dans la décarbonation, par exemple, de l'industrie. Bien sûr. Qui est quand même une solution sur laquelle il faut encore progresser. Et c'est là qu'on aura un problème non seulement de rendement, mais aussi de moyens de production de l'hydrogène, qui est lui-même assez énergivore. Et donc, aussi, si on n'arrive pas à bien maîtriser le défi de l'électrolyse, là aussi, génère presque plus d'émissions que ce qu'il peut éviter. Donc, vous voyez, c'est là que j'ai dit,
quand bien même on a les solutions techniques, quand bien même on adhère à une vision de la société, il faut donner l'instrument économique pour y arriver. Et là, vous êtes tous d'accord là-dessus. Et sur la sobriété, Marc Fontcave. Oui, ma question peut-être à Yves, c'est effectivement, je vois comme vous tous les gaspillages qui affectent notre société, la société française. Le problème de la sobriété, c'est que si elle s'applique à un pays comme la France, c'est très bien, nous ferions un effort, et simplement, c'est pas là qu'est le problème. Enfin, il n'est pas que là, il est surtout ailleurs. Et de fait, la perspective, c'est on est aujourd'hui 7-8 milliards d'habitants, on va allègrement vers 10. Il y a tout un tas de gens sur la planète qui espèrent avoir de l'énergie. Ça se chiffre presque au milliard. Donc, comment on peut... Alors, si on peut diminuer, parce que je crois que c'est à peu près les chiffres de négawatts, de 50% la consommation énergétique. Bon, pour un pays comme la France, à nouveau, c'est bien, mais la France, c'est 0,8%, ou en ajoutant les émissions extérieures, c'est 1,8% des émissions. Donc, si la France disparaissait totalement de la planète, ça n'aurait strictement aucun impact sur le climat. Donc, c'est une question mondiale, et c'est pas uniquement de pousser les pays comme la Chine, l'Inde, les plus gros, ou les États-Unis comme les plus gros producteurs de gaz à émissions, des émissions de gaz à effet de serre, de leur dire faire un effort, mais c'est aussi fournir de l'énergie à tout un tas de gens qui le méritent. Bien sûr. Donc imaginez un monde qui serait drastiquement sobre, évidemment ça se pose à nous, mais il y a plein de gens qui en ont marre d'être sobres. Voyez, donc, et qui veulent avoir accès là, aussi à nos sociétés numériques, à nos ordinateurs, à être sobres, qui ont été contraints à être sobres, et qui maintenant, aujourd'hui, sont aussi privés d'Internet. Voilà. Effectivement, donc, on est évidemment d'accord là-dessus. Oui, on est évidemment d'accord là-dessus. Alors, la sobriété, pour nous, renvoie... Alors, il y a une théorie économique qui s'appelle la théorie du donut, qui voit l'économie comme un beignet qui exprime en fait l'idée que l'économie, d'une manière générale, et donc ça peut s'appliquer évidemment dans tous les pays, et nous sommes évidemment favorables à un rapprochement du niveau économique entre les pays, l'économie doit se situer entre deux limites. Une limite supérieure, et c'est celle dont on a principalement parlé jusqu'ici, qui est celle des limites de la planète, à la fois du point de vue des ressources non renouvelables et de la capacité de la planète à absorber un certain nombre de pollutions liées à la consommation de ressources, dont la première est le dérèglement climatique, mais aussi une limite inférieure. Et cette limite inférieure, c'est celle, non plus d'un point de vue collectif, mais d'un point de vue individuel, de la satisfaction des besoins au niveau individuel de chacun sur cette planète. Et la sobriété, elle va donc de pair dans nos pays avec une réduction des gaspillages, mais elle va de pair dans nos pays aussi avec une plus grande égalité d'accès à l'énergie, puisque Anna a évoqué la précarité énergétique, c'est évidemment quelque chose qu'il faut traiter, et elle va de pair avec un développement de l'accès à l'énergie dans les pays qui en ont besoin. Mais si on regarde les choses, dans ces pays-là, dans des pays qui sont peut-être ceux où il y a le moins d'accès à l'énergie aujourd'hui, il y a des inégalités très fortes. Et il y a dans ces pays des gaspillages d'énergie tout aussi scandaleux que dans le nôtre. Et donc, voilà, pour nous, vraiment, cette question de sobriété, elle se pense avec ces deux limites et entre ces deux limites. Et la vision au niveau mondial, c'est évidemment pas de diviser partout par deux la consommation d'énergie. Dans un pays comme le nôtre, c'est une cible que l'on peut atteindre, et pas que par la sobriété, aussi par de l'efficacité, une amélioration technique de la manière dont on consomme l'énergie, mais il y a tout un tas de gaspillage à traiter, et l'association Négawatt n'est pas la seule à penser que c'est indispensable. La stratégie nationale bas carbone, donc la feuille de route fixée par le gouvernement pour la France pour atteindre cette fameuse neutralité carbone à 2050, parle aussi d'une division par deux de notre consommation d'énergie. Mais il ne s'agit évidemment pas d'appliquer ça au niveau mondial, il s'agit de l'appliquer dans les pays où on surconsomme et où on gaspille pour permettre un rattrapage dans les autres pays. Et la vision que l'on peut avoir à l'échelle internationale, c'est plutôt celle d'une augmentation modérée, stabilité est sans doute trop exigeant, donc d'une augmentation modérée de la consommation mondiale d'énergie, mais c'est la condition
pour répondre de plus en plus à ce besoin par autre chose que des énergies fossiles et par l'épuisement toujours accéléré de nos ressources. Mais en même temps, et je ne sais pas ce que vous en pensez, Anna Créti, on se dit que dans nos sociétés numériques, tout ce qui est Internet, c'est extrêmement énergivore aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait on a bien ce constat-là, on comprend bien qu'il va falloir jouer à la fois sur la sobriété, sur l'efficacité énergétique et sur la recherche, évidemment. Mais comment est-ce qu'on fait est-ce qu'il faut changer complètement de paradigme, de modèle, puisqu'on est quand même dans le toujours plus, même si c'est un autre toujours plus, mais il y a quand même du toujours plus. Là, vous évoquez une des façons de substituer certains usages. Nous en discutions tout à l'heure. En fait, pendant cette année, il y a beaucoup d'activités qui ont basculé sur le numérique, et c'est là enclenché aussi la critique sur les émissions du numérique et les besoins en énergie des centres de données. Toute une question là aussi d'équilibre. C'est-à-dire que il y a des formes, des usages qui, dans cette logique de substitution, permettent en fait on parle des émissions évitées. Donc, les usages qui peuvent être absorbés par une activité numérique, donc les conférences à distance ou d'autres moyens efficaces en fait de poursuivre certaines activités, certes font appel au numérique qui lui-même est énergivore. Donc, selon les mix énergétiques des pays où les data centers sont localisés, cela va avoir un impact sur les émissions de CO2, mais il faut toujours mettre en face les émissions qui sont générées par rapport aux émissions évitées. C'est tout l'essence des scénarios, puisqu'on en parle justement de net zéro, c'est-à-dire que on est toujours dans cet équilibre très difficile à trouver. C'est aussi l'essence à un niveau plus large et géographique entre les pays, des accords de Paris qui ont mis en face les efforts des uns vis-à-vis des exigences des autres. Encore une fois, à la réponse, et c'est vrai que je pense que nous sommes tous un peu animés par cette volonté de trouver des solutions, et très souvent on nous demande les mêmes questions que vous nous avez posées. On fait quoi? Donc, c'est-à-dire, on met les choses bout à bout et on commence à faire à nouveau. Je viens sur les deux mots-clés, substitution et effort. Et là, par exemple, quand on parle justement, je pense que faut aussi aller dans des questions concrètes. Quand on dit il faut consommer moins, on a quelque chose, un pilier fondamental qui s'appelle efficacité énergétique. Sans aller trop loin, on peut voir déjà qu'est-ce qui a été fait en France. Ce n'est pas nouveau. On n'a pas attendu la stratégie nationale bas carbone pour comprendre que dans l'efficacité énergétique et dans les bâtiments plus en général, il y a un réservoir de cette énergie qu'il ne faut pas ou qu'il faut consommer ou qu'il faut consommer moins. Mais face à cela, qu'est-ce qu'on a? On a eu jusqu'à présent des efforts incomplets, insuffisants, malgré le fait qu'on ait incité la rénovation, qu'on ait donné des bonus fiscaux, qu'on ait institué les guichets uniques pour orienter les consommateurs, qu'on ait les diagnostics de performance énergétique. Et pourtant, ça demande aussi cette adhésion à un effort qui reste toujours difficile. Et pourtant, on a tout. On a tous les instruments, on a les solutions techniques, mais on a aussi un stock du bâtiment, parce que peut-être que dans les nouveaux bâtiments, on va avoir des normes de plus en plus sévères, et on fait des choix vers les tout électriques. Là aussi à discuter. Mais les stocks du bâtiment qu'on a rénové qui consomment énormément d'énergie, c'est encore là un effort très important. Le choix du tout électrique, vous disiez? Oui, donc j'ai fait référence à des normes qui vont être opérationnelles à partir d'ailleurs de 2021, qui en France, en fait, dans
nouvelle construction oblige à sortir du gaz naturel en tant que énergie thermique. Donc, on n'aura que des chauffe-eau électriques. Alors, est-ce que cette solution fait sens? Alors, les mix électriques français est très décarboné et donc c'est la raison pour laquelle on veut promouvoir cette solution. En même temps, cela va également avoir des conséquences sur la demande d'électricité et sur sa distribution dans les temps. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une demande d'électricité qui devient encore plus dépendante des facteurs climatiques. Donc là, ça va transformer les heures de pic, ou ça va les accentuer, et donc ça va aussi demander une autre façon de penser les mix électriques français et comment on peut utiliser dans ces mix les renouvelables, mais aussi peut-être les voitures électriques en tant que moyen de stockage, d'équilibrage, les sources de flexibilité, le fine-tuning très fin entre les renouvelables et le gaz dans la production d'électricité. Donc vous voyez que le choix de dire on va plus avoir les droits d'avoir du chauffage au gaz comporte après toute une reconstruction derrière des choix électriques, du mix énergétique qui va en fait soutenir ces choix. On voit bien que tous les choix, oui, effectivement, ont leur importance, ont des conséquences. Vous parlez de mix énergétique. Alors, Marc Fontcave, je sais que là, vous n'allez pas être tous d'accord, mais voilà, vous êtes pour en tout cas, en attendant, et pour le moment, vous êtes pour un mix énergétique qui consisterait en quoi ? Le point de départ de la réflexion sur quel peut être le mix énergétique, c'est à la fois le souhait d'aller le plus loin possible dans les énergies renouvelables, avec la notion qu'elles sont malheureusement nulles à certaines périodes de la journée et de l'année. Enfin, la nuit, en général, il n'y a pas de soleil. C'est une réalité. Pas besoin d'être chimiste. C'est une réalité physique. La nécessité, évidemment, de décarboner, et là aussi, ça prendra du temps d'enlever tous les fossiles. Troisièmement, parce que ces énergies renouvelables, pour l'essentiel, sont électriques. Le solaire, l'éolien, c'est finalement, on sait transformer tout ça en électricité. Donc c'est l'électricité. Et donc c'est le problème du stockage. Donc pendant les périodes où on va manquer d'énergie, à un certain niveau d'énergie renouvelable, le stockage n'étant pas résolu, c'est mon point de vue, mais on a vu qu'on n'était pas d'accord là-dessus, mais on ne va pas y revenir. On n'a pas toutes les solutions. À ce moment-là, il faut de l'énergie pilotable, c'est-à-dire qu'on puisse monter, descendre, etc. Aujourd'hui, si vous voulez, dans le mix énergétique actuel, l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité se fait et de façon absolument nécessaire par RTE, parce que c'est ça qui maintient la fréquence du réseau à 50 Hz et qui fait qu'il faut que cette chose-là soit parfaitement équilibrée. Ça se fait grâce aux STEP, ce qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage, c'est-à-dire les barrages, vous savez, 2 barrages, par du fossile et aussi par du nucléaire qui a une certaine pilotabilité. Donc, ma position, c'est que pour le moment, et je travaille aussi, j'observe bien tous les scénarios qui parlent de 100% renouvelables, et il s'avère que moi-même, je travaille sur des choses comme ça, et je vais pas rentrer dans le détail, mais mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens, donc il faut du pilotable. Et à partir du moment où il faut du pilotable, il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire, si on ne veut pas de carbone, il reste l'énergie nucléaire. Alors, cette énergie nucléaire, évidemment, à un niveau raisonnable. Aujourd'hui, le gouvernement français a décidé de descendre
de 60, actuellement on est plutôt à 71, mais à l'époque on était un peu plus, de descendre à 50% de la contribution nucléaire à l'électricité. C'est un niveau qui nous amène autour de, 375, 380 TWh. Si la quantité d'électricité augmente et qu'on maintient cette énergie, on peut rester à 50% d'énergie nucléaire. Bon, voilà. Et le temps qu'on réduise les problèmes de stockage, le nucléaire est absolument essentiel de mon point de vue, pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique. Et c'est pas parce que j'ai une adoration absolue pour le nucléaire, bien sûr, j'en connais les défauts, mais parce que c'est bas carbone, parce qu'il y a nécessité de sécurité d'approvisionnement électrique que ne permettent pas les énergies intermittentes, il nous faut ce type d'énergie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'âge des réacteurs est très très avancé. Deuxièmement, si vous faites le calcul, la moyenne d'âge des réacteurs nucléaires en France, c'est 35 ans à peu près. Même si et ils ont été construits pour une vie de 40 ans. Hein, même si l'autorité de sûreté nucléaire prolonge de 10 ans ou de 20 ans, parce qu'à 60 ans, il y a des pays comme les États-Unis qui le font, en 2050, de toute façon, il n'y aura plus de nucléaire si nous ne prenons pas la décision d'en construire, même en prolongeant sérieusement les anciens. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de politique nucléaire en France. D'ailleurs, je dirais qu'il n'y a pas de politique énergétique pour l'essentiel du gouvernement français. Mais il n'y a en tout cas pas de décisions qui sont prises pour le nucléaire. Et donc si effectivement si ma position devait se réaliser, eh bien, il faudrait aujourd'hui que le gouvernement français prenne des décisions de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. S'il ne le fait pas, de toute façon, en 2050, il n'y aura plus de nucléaire. Alors, ça satisfera sans doute ceux qui n'en veulent pas, mais néanmoins, il faudra se poser la question de l'approvisionnement d'énergie électrique quand il n'y aura pas de soleil, la nuit par exemple, quand il n'y aura pas de vent. Et quand nos voisins, en général, quand il fait nuit chez nous, en Allemagne, il fait assez nuit aussi, et qu'on aura des problèmes de stockage de mon point de vue. Mais là aussi, on ne va pas revenir sur l'histoire de stockage, mais voilà l'explication de ma position sur le nucléaire. Yves Marignac, que pensez-vous de cette position qui est plus complexe, là encore, que ce qu'on peut croire? Enfin, il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté, enfin voilà, et qui est complexe, parce qu'en plus, le nucléaire français aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il y a deux aspects dans cette discussion. Il y a la question du système énergétique, mais plus spécifiquement électrique. Et Anna avait raison tout à l'heure de rappeler que l'énergie ne se réduit pas loin de là à l'électricité. Et il y a la question du système nucléaire. Parce que le nucléaire est un système en soi. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut discuter. Je reviens sur la question de l'électricité et du reste de l'énergie, simplement pour rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, pratiquement 3/4 de l'énergie que l'on consomme, et je ne parle pas de la combustion dans des centrales électriques pour faire de l'électricité, mais l'énergie finale que l'on consomme, que l'on reçoit en tant que consommateur, 3/4 aujourd'hui passe par de la combustion dans des moteurs, des chaudières, des machines industrielles, et 1/4 seulement est de la consommation électrique. Et donc, ça appelle notamment à ne pas négliger le rôle de la biomasse, dont on n'a pas parlé pour l'instant, parce que pour d'autres raisons, le débat se focalise sur l'électricité, mais la part de la biomasse pour se substituer, notamment du côté du gaz, substituer progressivement du gaz fossile à du gaz renouvelable, est un des leviers qu'il faut actionner pour répondre là encore, un aux enjeux. Levier à actionner qui ne peut pas être le seul, puisque ça pose la question. Non, mais de toute façon, la solution, elle est forcément multiple. Et elle est forcément complexe, avec tous les enjeux systémiques qu'on a évoqués, par exemple autour de la rénovation thermique des bâtiments, qui est un bon exemple d'ailleurs du fait que les citoyens, quand on les interroge, et là je pense aux conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, les citoyens sont prêts à aller beaucoup plus loin par rapport à la nécessité de faire, par exemple, la rénovation, et sont prêts à accepter l'idée d'une obligation
que les politiques refusent. Et donc, quand on pose la question de qu'est-ce qui bloque, c'est pas forcément du côté de la prise de conscience citoyenne et de la capacité à changer, c'est peut-être aussi du côté des décideurs. Je referme cette parenthèse. Sur la question nucléaire, donc il y a deux sujets. Il y a avant tout, pour nous, le sujet du système nucléaire. Le nucléaire, c'est une énergie qui apporte avec elle des risques spécifiques. Le risque d'accident majeur, l'accumulation de déchets, les risques liés à ce qu'on appelle la prolifération, c'est-à-dire la double nature civile et militaire du nucléaire. Et c'est une énergie tout à fait particulière dans sa gouvernance. Je la qualifie souvent d'énergie régalienne et très différente en cela des énergies renouvelables. Et ça veut dire que quand on projette un système avec du nucléaire ou pas, en termes d'évolution du système énergétique, ça embarque en fait des visions très différentes de la décentralisation, de la capacité des acteurs locaux à se saisir des enjeux et des risques que l'on prend, sans parler du fait que le nucléaire, par ailleurs, consomme de l'uranium. Et donc, ça reste une énergie épuisable par comparaison avec les renouvelables. Je referme là la parenthèse sur le système nucléaire et sur le système électrique. Aujourd'hui, quand il s'agit de faire de nouveaux investissements pour fabriquer des moyens de production électrique décarbonés qui seront là en 2050, clairement, la priorité, elle est aux renouvelables parce que c'est plus compétitif, c'est plus rapide à mettre en œuvre et donc ça donne en fait une sécurité plus grande par rapport à la perspective de fermeture de nos réacteurs. Quand on voit la vitesse à laquelle ou la lenteur à laquelle on construit l'EPR de Flamanville, il n'est pas vraiment raisonnable de compter sur cette option-là pour l'avenir. Et quand on projette, là c'est peut-être une discussion qu'il faudrait approfondir, mais quand on projette en fait un système avec du nucléaire et des renouvelables, on est confronté d'un côté à un objet de production extrêmement centralisé et certes pilotable, mais en grande partie peu flexible, et à des énergies renouvelables qui, elles, sont décentralisées et variables. Et en fait, on a pratiquement autant de problèmes à faire fonctionner ça dans un optimum technico-économique qu'un système que l'on peut projeter aujourd'hui avec des renouvelables et du stockable. C'est pour ça que, de notre point de vue, la priorité, elle est clairement du côté de la projection vers un système 100% renouvelable. Juste un point. Oui, par contre, il y a un Créti qui va... Je comprends parfaitement tous ces arguments. La problématique, c'est que pour Négawatt, pour Yves, c'est les énergies renouvelables numéro 1, mais comme ça sous-entend que le problème du stockage, c'est-à-dire dans les périodes de non-production par ces énergies renouvelables, pour lui, sont réglés, à ce moment-là, évidemment, seront réglés. Il n'y a plus de question de pilotabilité de quelque source d'énergie. Voilà, c'est là qu'est la différence. À partir du moment où vous pensez que le stockage sera résolu, je ne sais pas quand, mais sera résolu, c'est-à-dire, évidemment, il n'y a plus aucun problème de pilotabilité. Voilà, moi je me passe dans la perspective qu'on aura besoin de pilotabilité. Aujourd'hui, c'est le cas, à nouveau, puisque je l'ai dit tout à l'heure, tous les pays qui font beaucoup de renouvelables n'ont fait que rajouter. Ils ont beaucoup investi, et c'est ce que demande Yves, priorité sur renouvelables, mais il y a pas beaucoup de choses qui ont disparu. Pour les raisons qu'évoquait Anna, c'est que la destruction du capital est difficile. Pas que ça, c'est parce qu'ils ont aussi besoin de pilotables. Alors, Anna Créti, vous allez, puisque finalement c'est toujours, et heureusement et malheureusement l'économie qui a le dernier mot. Voilà, le dernier ressort. Non, toute la question, je pense qu'il y a quand même, dans les débats, il y a juste un autre élément qu'il faut faire intervenir, c'est la notion de marché de l'électricité. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons beaucoup discuté des technologies, des techniques, du déploiement. Est-ce que ces investissements vont être possibles dans un marché électrique qui est très différent aussi de celui du passé? Alors, justement, là, c'est comment ça en 1933, on ne l'imaginait pas parce que tous les programmes d'électrification qui a été fait justement en Europe entre les deux guerres et qui s'est accéléré après la Deuxième Guerre mondiale avec le choix qui a été fait en France
de l'électrification par le nucléaire par souci d'indépendance énergétique, après les chocs pétroliers aussi des années 70. Donc, toute cette évolution du système électrique et énergétique plus en général a été faite dans une optique où on avait des monopoles verticalement intégrés, c'est-à-dire qui réunissaient la production, le transport et la distribution d'électricité, et très souvent étatiques. Donc ces systèmes-là est non seulement centralisé, mais il a été porté vraiment par une période où cette fonction à nouveau régalienne de l'énergie était très très forte. Donc on a eu une... Et je comprends quand vous dites aujourd'hui il n'y a pas de politique énergétique en France, parce que si on la compare à cette période-là, c'est vrai qu'on n'a rien de comparable. Avant, c'était vraiment développé, je ne dis pas comme la défense, mais comme un objectif vraiment de l'État. Ce monde a évolué. Et c'est grâce aux technologies que ce monde a évolué. C'est-à-dire que dans les années 80, on a commencé à penser que d'abord l'électricité, puis le gaz, pouvaient se développer sous des formes de marché, donc qui sont elles-mêmes décentralisées. Et l'objectif de l'Europe est celui d'avoir aujourd'hui 3 piliers du système énergétique, c'est-à-dire un système de marché dans les 27 maintenant pays qui composent l'Europe, de la décarboniser, cette électricité et le gaz, donc une grande partie quand même de l'énergie, et aussi de continuer à assurer la sécurité. Sauf que là-dedans, voilà, on a eu, pour cette fois-ci, c'est vraiment une révolution, un passage au marché, donc à un mode aussi de production très différent. On a mis en concurrence ces monopoles qui ne sont plus tels, donc on les appelle les ex-monopoles, ça fait partie des ex de la société. Mais voilà, ce sont les anciens qui ont gardé quand même des infrastructures particulières, en France les nucléaires en particulier. On les a désintégrés, donc on a coordonné la fonction de production avec le transport et la distribution grâce, par ailleurs, au progrès du numérique, de l'informatique. Et donc cela permet aussi une production d'électricité. C'est vrai, quand il fait nuit ici, il fait normalement nuit, avec quelques heures peut-être de décalage selon qu'on soit plus ou moins à l'est chez nos voisins. Mais il y a aussi dans la possibilité de développer le marché électrique aussi des sources d'efficacité qui peuvent être utilisées. À part cela, la question qui se pose, c'est la rentabilité de certains investissements. Donc, les nucléaires, aujourd'hui, en France, on ne va pas détruire les centrales, comme vous l'avez dit. On attendra qu'elles arrivent, enfin, voir comment la durée de vie peut être rallongée ou pas, mais il y a les opérations de grand carénage, donc l'entretien, le maintien de cette infrastructure si particulière. Et aujourd'hui, les problèmes se posent. Est-ce que les opérateurs qui ont ces installations sont capables de le faire, étant donné que les prix de l'électricité, grâce ou à cause des moyens intermittents, a baissé. Donc les conditions. Ce que vous dites, c'est que le nucléaire n'est pas plus rentable. Ah ben, disons que vu le coût du démantèlement. Il a été construit dans un système électrique qui était fondamentalement différent de celui d'aujourd'hui. Donc, disons que sa rentabilité remet en cause aussi les instruments grâce auxquels il peut être rentable. Alors, écoutez, Marc Fontcave, et puis on va peut-être prendre des questions. Juste un mot, hein, parce que bon, bien sûr. Le nucléaire, effectivement, parce que il y a une exigence de plus en plus forte de sûreté, tout ça est tout à fait normal. Mais en même temps, il y a actuellement dans le monde 50 à 60 réacteurs qui sont en cours de construction et il y a des projets. Donc, mais effectivement, il va introduire la notion de système nucléaire. Vous mettez en avant le marché. Bon,
je ne veux pas faire le vieux crabe, mais pour moi, la question de la souveraineté énergétique n'est pas une question secondaire. Et mettre à fond, en permanence, la question de la rentabilité peut-être. Non, pas de la rentabilité, mais de la compétition. L'ouverture. La concurrence. De la concurrence, voilà le mot que je cherchais. De mettre en permanence de la concurrence sur n'importe quel domaine industriel, et plus spécifiquement sur la question énergétique, pour moi, ça me pose un problème. Donc, je suis en effet, alors peut-être pas pour un système absolument figé, etc., mais je défends la notion de souveraineté énergétique, alors à l'échelle d'un pays. J'aimerais mieux qu'il y ait aussi une politique énergétique européenne. Il n'y en a pas, puisque chaque pays décide comme il veut. Alors il y a une solidarité, puisqu'on se transfère des électrons en permanence, il y a des réseaux, donc ça, effectivement. D'ailleurs, la France est très exportatrice d'électricité. Hein. Mais je crois que, pour ce qui me concerne, en tant que citoyen, et là c'est pas un scientifique, en tant que citoyen, j'aspire, tant qu'il n'y a pas de politique énergétique européenne cohérente, à ce que mon pays, la France, ait une politique énergétique qui inclut la souveraineté énergétique, c'est-à-dire la capacité de maîtriser pour nos citoyens l'approvisionnement électrique et l'approvisionnement énergétique. Et je ne pense pas que dans tous les cas, le marché ouvert, la concurrence, soit la solution. D'ailleurs, je crois savoir que le prix de l'électricité, depuis qu'il y a la concurrence, n'a pas spécialement diminué. Peut-être que vous pourriez Anna Créti, pas d'accord. Vous pourriez nous expliquer. Mais bon, en tout cas, voilà, la question de la souveraineté énergétique, pour moi, n'est pas une question secondaire. Anna Créti, peut-être, chez qui Marignac voulait... Non, juste sur oui, bon, puisque j'ai introduit les prix, effectivement, juste pour clarifier. D'accord. Ce qui a baissé, c'est la partie énergie de notre facture, en gros. C'est-à-dire que il est évident que dans les différents pays, selon la pénétration des énergies renouvelables, puisque le prix de l'électricité est basé sur des conditions d'offre dans lesquelles les énergies renouvelables s'intègrent à coût nul. Si on compare la production d'électricité aujourd'hui par rapport à celle qu'il y avait 15 ans, grâce aux renouvelables, les prix de l'électricité du marché en amont a baissé. Ce qui n'a pas baissé, c'est la partie réseau et la partie distribution et la partie charge fiscale sur l'électricité. Donc, ce n'est voilà, quand on dit les prix n'ont pas baissé, les prix ont augmenté, c'est vrai, la facture, en particulier électrique, en France, c'est celle qui a les plus évolué à la hausse, hein, même plus que la facture de gaz, et qui va continuer à évoluer dans ce sens-là, parce qu'il y a eu plein d'ajustements fiscaux sur un bien dont la demande, l'économiste va dire, qu'est inélastique. Donc le problème, c'est que pour beaucoup d'usages, on n'a pas de substitut. On revient sur cette question de la substitution. Donc c'est un réservoir fiscal magnifique. Et je pense que ça ne va pas beaucoup changer. D'autant plus qu'on paye effectivement les subventions renouvelables dans notre facture. Ça fait partie des coûts qui sont socialisés. On paye aussi certains impôts locaux. On paye aussi les régimes de retraite des ex-monopoles. Donc, il y a plein de composantes qui expliquent, on pourrait discuter longtemps, cette augmentation de la facture, mais c'est vrai que si dans l'optique de ce choix de politique énergétique nationale, c'est vrai que on ne retrouve pas nécessairement l'équation. Il faut aller un peu plus loin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de voir comment ça s'intègre dans les objectifs qui sont aujourd'hui européens.
Et en Europe, l'objectif, à nouveau, ça n'a jamais été écrit dans aucune directive, celle de baisser les prix de l'électricité ou du gaz après l'ouverture à la concurrence, mais d'assurer que tout citoyen européen, où qu'il habite, il puisse avoir une offre d'électricité qui soit comparable à celle de ses voisins. Donc c'est plus la convergence des conditions d'électricité et de gaz qui est regardée, électricité et gaz aussi renouvelables qui sont regardés, que le fait de dire, voilà, c'est les choix des pays, parce que les pays, après, mettent en œuvre les directives européennes selon aussi leurs arbitrages locaux et nationaux. Donc c'est juste pour repréciser que le fait que, voilà, pour moi la rentabilité c'était par rapport à une partie, pas la facture qu'on paye, mais voilà, la partie qui est après, qui revient directement aux producteurs d'électricité. Yves Marignac, et ensuite on va passer aux questions. Deux points rapidement sur le marché et sur la souveraineté. Sur le marché, je crois il faut... le problème n'est pas le marché en tant que tel. Le problème par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, c'est la dérégulation. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour assurer dans des conditions compatibles avec les règles de marché, pour assurer le type de transformation dont on parle, on a besoin de beaucoup plus de régulation. Et c'est là-dessus, encore une fois, que les politiques publiques butent trop, à mon sens. En tout cas, au constat que l'on peut faire, qu'elles ne permettent pas aujourd'hui les transformations nécessaires. Et c'est particulièrement vrai sur le marché de l'électricité, parce que tout ce qu'on vient de dire sur le développement des renouvelables, qui ont une forme, disons, une courbe de production très différente de celle des moyens traditionnels, sur la décentralisation, sur la possibilité qu'offre le numérique aux consommateurs de devenir aussi acteurs du système électrique, la possibilité qu'apporte le photovoltaïque de devenir autoconsommateur ou autoproducteur, etc. Il y a, en fait, les conditions techniques du système électrique changent complètement, et donc le marché doit profondément changer pour s'adapter à ça. Sur la souveraineté, évidemment que la question de la souveraineté, en particulier souveraineté nationale, mais aussi souveraineté européenne, doit faire partie des réflexions. On disait dès le début que ça n'est pas que scientifique, c'est économique et politique, et ce sujet-là l'est pleinement. Mais on peut aussi penser différemment, puisqu'on est dans le changement de paradigme, on peut penser différemment la souveraineté. La souveraineté attachée au nucléaire, c'est une souveraineté qui, d'une certaine manière, s'inscrit dans une compétition, elle aussi. Pas une compétition de marché, mais une compétition entre entités nationales pour l'accès à certaines ressources et pour la possession de certaines technologies. Et la vision qu'on porte autour des renouvelables, c'est aussi celle d'un monde où les technologies sont mieux partagées, parce que les technologies renouvelables n'entraînent pas le même type de protection, là encore liée à la dualité militaire qu'entraînent les technologies nucléaires, et parce que les ressources renouvelables sont partout. Ça ne veut pas dire qu'il faut que chaque pays devienne autarcique, mais ça veut dire qu'on peut développer une souveraineté de chaque pays autour d'une vision partagée et non plus d'une compétition. Ça, c'est le bailleur qu'on puisse souhaiter. Chloé Couture, on a des questions, des réflexions de nos internautes. Oui, alors 3 questions. La première, les 2 premières concernent les innovations technologiques. Avec Michel qui nous demande, par exemple, en quoi la photosynthèse artificielle peut permettre de stocker l'énergie. Une deuxième sur que penser de l'essai d'un avion, de vol d'un avion avec de l'huile de cuisson qui a été réalisé récemment. Et enfin, une dernière question sur la production de l'énergie par les particuliers. Peut-il être une solution? Est-ce que les particuliers peuvent produire leur propre énergie et comment ça peut s'insérer dans le système? Merci Chloé. Donc on va commencer. Photosynthèse artificielle, ça c'est vous, Marc. C'est vrai que c'est un terme qui est assez joli, mais qui peut-être n'est pas très parlant pour les non spécialistes. Dans ces 2 termes, il y a photosynthèse, le premier. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qui a lieu sur la Terre en permanence. C'est la beauté de la nature qui fait que partout sur la planète, les plantes, des micro-organismes qu'on appelle photosynthétiques ont cette capacité formidable de transformer le CO2 de l'atmosphère en
toute une série de molécules carbonées riches en énergie, riches de l'énergie solaire qui a été utilisée pour faire cette transformation, parce que la transformation dont je parle a besoin d'énergie. Et toutes ces molécules carbonées, c'est ce qu'on peut appeler la biomasse. Toute la biomasse qui nous entoure vient du CO2 de l'atmosphère. Donc ça, c'est la photosynthèse. C'est un mécanisme intracellulaire, magnifique, très compliqué, que les gens essayent de comprendre depuis très très longtemps. C'est tellement beau que les hommes et les femmes qui s'intéressent à ça se sont dit si on arrivait à faire pareil, ça serait formidable. D'ailleurs, il y a un très beau livre, il y a un magnifique livre de Primo Levi qui s'appelle La classification périodique. Il s'avère que le dernier chapitre s'appelle Carbone. Et Primo Levi décrit la photosynthèse de façon extrêmement poétique. Et à la fin, il dit, si les hommes savaient en faire autant, nous résoudrions le problème de la faim dans le monde. À son époque, évidemment, ce n'était pas le changement climatique et la transition énergétique qui était la question, mais il se disait, si on pouvait mimer ce truc-là. Ben, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec plein de gens à travers le monde. Est-ce qu'on peut développer des technologies qui sont capables de fixer l'énergie solaire et utiliser cette énergie pour transformer le CO2 en des molécules carbonées intéressantes. Alors, deux choses quand même pour expliquer aux auditeurs. La première, c'est que c'est en effet du stockage d'énergie solaire, en l'occurrence, puisque les molécules carbonées qui en découlent chez les plantes, le glucose par exemple, qui vient du CO2, c'est une molécule, c'est du sucre, hein, c'est une molécule riche en énergie, et l'énergie qu'a cette molécule, c'est de l'énergie solaire qui a été prise au début du processus. Et en effet, la plante s'en sert pour vivre, et le micro-organisme s'en sert pour vivre, enfin, etc. Et nous d'ailleurs, on s'en sert parce qu'on en mange, et ça nous donne l'énergie, et d'ailleurs en faisant cela, nous recrachons du CO2 qui ferme ce magnifique cycle qui unit l'homme à la nature à travers ce double phénomène biologique fascinant, d'une part la respiration et d'autre part la photosynthèse. Donc c'est du stockage. Donc si on arrivait à faire ça, on ferait du stockage. La deuxième remarque, c'est que le jour où il n'y aura plus de fossiles, où il n'y aura plus de carbone, de ressources carbonées, il faudra quand même du carbone. Plein de choses autour de nous, ici presque tout est du carbone. Nous-mêmes, nous sommes essentiellement du carbone et de l'eau. Donc il faudra du carbone et la question se posera quand même. Demain, un médicament, votre aspirine, c'est pas de la pub, mais j'en prends beaucoup moi-même. Cette aspirine, c'est du carbone pour l'essentiel. Bon, les médicaments demain seront carbonés. Donc il faudra trouver des sources de carbone. Alors, je suis d'accord avec Yves, une grosse partie de ce carbone sera la biomasse. Mais voilà, moi je pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer une partie du CO2 et en faire des molécules carbonées? Voilà en quoi alors, c'est artificiel, bien sûr, parce que c'est fait dans les laboratoires et il n'y a pas de plantes dans mon laboratoire. Ce sont des dispositifs électrochimiques et photochimiques. Voilà. En tout cas, c'est une recherche très prometteuse avec des découvertes pour le moment qui effectivement ouvrent de beaux possibles. Alors, il y avait une autre question, je crois, sur l'essai de l'avion qui marche avec de l'huile de friture. Alors, je ne sais pas qui peut... Alors, Vas-y, Yves. Ouais, non. Oui, allez, Yves, allez. Pas, c'est... Moi, je mange plus de frites depuis très très longtemps. La question, alors, je vais élargir. Élargissez, bien sûr. La question de l'avion est une des questions fondamentales à se poser aujourd'hui, parce que l'avion fonctionne avec du kérosène, qui est une forme extrêmement pure de raffinage du pétrole, et difficile à substituer. Alors, j'ai pas connaissance de l'expérience qui est évoquée d'un vol d'avion avec de l'huile de cuisson. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un avion commercial, et je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin avant de savoir faire voler des avions commerciaux avec autre chose qu'un carburant très, très raffiné comme le kérosène. Ce qui, aujourd'hui, pose vraiment question par rapport à une évolution avant crise Covid une inflation du transport aérien. Et à tel point, d'ailleurs, que l'Agence internationale de l'énergie, dans le rapport que j'évoquais tout à l'heure sur une vision zéro émission nette à 2050, introduit pour la première fois, et c'est quand même à signaler, explicitement des hypothèses qu'elle appelle de changement des comportements, et elle en chiffre quelques-unes, dont,
par exemple, le fait de stabiliser d'ici à 2050 le trafic aérien pour affaires au niveau de 2019. Et en fait, pourquoi l'Agence internationale de l'énergie fait ça ? Parce que, d'abord, aujourd'hui, le contexte politique fait qu'elle peut poser une hypothèse de ce type, mais surtout parce que, technologiquement, on n'a pas d'autre option. Et on peut parler... Alors, peut-être que l'huile de cuisson, ça marchera, je suis sceptique. Peut-être que l'hydrogène, dont on parle pour faire demain des avions, ça fonctionnera. Peut-être même qu'on fera des avions électriques. Là aussi, je suis très sceptique. Mais ce qu'on sait, c'est que tous ces avions qu'on pourra peut-être faire et le temps de développer les technologies, de s'assurer que c'est absolument sûr, parce qu'il faut atteindre le même niveau de sûreté qu'avec les avions actuels, etc. Je veux dire, on peut difficilement envisager de déployer à grande échelle ce type d'avion avant 2030, 35, 40. Et donc, à un moment où ça sera trop tard par rapport au rythme auquel le parc d'avions dans le monde pourra être changé. La durée de vie d'un avion, je n'ai pas ça précisément en tête, mais je suis absolument certain que c'est plus de 30 ans ou 40 au total. Et donc, ça viendra trop tard si on laisse par ailleurs filer le transport aérien. Donc, ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'innovation. Alors, l'huile de cuisson, ce n'est pas très innovant en tant que tel, mais la durée qu'il faut pour des innovations technologiques pour pénétrer de façon massive est telle que, là encore, il faut agir bien avant d'en disposer. Agir bien avant, sobriété, on l'a dit, oui. Juste une chose que je voudrais évoquer à propos de cette question. Donc je suis d'accord, il y a un vrai problème avec l'aviation. Remplacer les carburants aéronautiques, ça va être compliqué. Non, on voit fleurir en permanence dans les médias des annonces comme ça. Donc il faut que les auditeurs fassent très très attention, parce que effectivement, il y a peut-être un petit avion dans un jardin qui a volé pendant 30 secondes ou une minute avec l'huile de cuisson de la grand-mère qui a fait les frites, mais ou peut-être un peu plus largement, mais il faut que les gens apprennent, s'ils s'intéressent à la question énergétique, à l'ordre de grandeur des choses. Et je crois que ça, c'est très très important. La question, on est en train de parler de térawattheures, c'est des quantités colossales d'énergie. Donc, c'est peu probable que l'huile de cuisson de quelque chose soit disponible. Donc, il vaut mieux que les gens se concentrent sur des choses dont ils puissent mesurer l'ordre de grandeur. C'est ça, on l'a bien compris. Ce n'est pas d'un claquement de doigts que les choses vont se faire. Anna Créti, peut-être un dernier mot. On arrive à la fin, mais on n'a pas répondu à une dernière question sur la production individuelle. Ça, c'est tout à fait possible grâce justement aux énergies renouvelables, donc les fameux panneaux solaires. Qui peuvent être déployés soit sous la forme de grandes fermes photovoltaïques, soit à niveau de l'échelle la plus petite, donc celle du consommateur. Alors ça, c'est aussi l'un des avantages des énergies renouvelables. Elles sont scalaires, donc on peut jouer avec la taille disons de leur installation de façon beaucoup plus simple qu'avec les centrales thermiques. Donc les consommateurs qui deviennent producteurs, c'est quelque chose qui est déjà une réalité depuis quelques années. Avec des évolutions. Donc d'abord, l'idée c'était au début des années 2000 d'avoir des panneaux pour essentiellement réchauffer l'eau. Et après, on a pensé qu'en optimisant grâce aussi à l'observation de la consommation en temps réel et à sa rationalisation, les consommateurs peuvent non seulement produire grâce aux panneaux photovoltaïques typiquement sur les toits, l'électricité dont il a besoin, mais il peut aussi réverser l'excès de cette production dans les réseaux et donc se transformer à sa petite échelle en producteur. Comment on y arrive? Je reviens à ma question fondamentale en donnant des incitations à faire cela.
Donc, pour que les consommateurs puissent devenir aussi producteurs, on est passé par différentes phases de formes, en fait, d'incitation, qui sont quand même des formes de subventions, en gros, qui permettent donc ces passages qui, in fine, peut avoir donc des avantages. Et aujourd'hui, cette opération est devenue commerciale dans le sens où, effectivement, on peut avoir des solutions intégrées clés en main avec l'installation de panneaux photovoltaïques. Néanmoins, on n'en voit pas assez. Donc, on a par ailleurs des solutions qui sont même plus compliquées. On a des cellules aujourd'hui photovoltaïques qui sont intégrées au bâti et qui dépassent aussi l'impact visuel du panneau photovoltaïque sur les toits. Mais on a en fait des possibilités de déploiement qui sont encore un peu difficiles. Notamment, c'est plus facile si on a des maisons individuelles que si on est dans des centres urbains et il faut mettre d'accord les copropriétaires des bâtiments. Donc il y a encore là des formes de résistance sociétale qui doivent être dépassées et une forme aussi de familiarité aussi avec tous les dispositifs qui permettent aux consommateurs de devenir aussi producteurs. Comment encourager tous ces cercles vertueux? Alors, je sais que vous avez envie de parler tous les deux. On arrive vraiment à la fin. Un petit mot, peut-être, en conclusion. Je voulais juste, puisque je parlais d'ordre de grandeur, à l'échelle individuelle d'une maison, si on prend le chiffre d'une production électrique moyenne française, hors chauffage, d'énergie hors chauffage, un panneau photovoltaïque sur le toit, un électrolyseur dans la cave, une pile à combustible, eh bien, il faut à peu près électrolyser quelques litres d'eau. Ça doit être, on avait publié ça avec Vincent Artero, mon collègue du CEA. Voilà, un système. Vous avez de l'eau, c'était 2,5 à 3 litres d'eau par jour. Vous alimentez toute la maison, la voiture électrique, enfin, etc., avec de l'hydrogène qui vient de ce système-là. Donc, à l'échelle d'une maison, alors, à l'échelle d'un quartier, d'un village, tout ça peut être envisagé dans l'avenir. Des belles pistes vertueuses. Dernier mot pour... Oui, mais en fait, ce qui est évoqué là sur un consommateur qui se fait producteur fonctionne encore mieux si on le pense à l'échelle d'un pâté de maison, par exemple, en mutualisant y compris les besoins d'électricité entre des bureaux, des commerces d'une part et des habitations qui ne consomment pas au même moment. Et plus largement, le propre, Anna l'a dit, des énergies renouvelables par ce côté potentiellement très diffus, c'est d'être appropriable par les acteurs. C'est-à-dire il y a le consommateur chez lui qui peut devenir producteur avec des panneaux photovoltaïques. Il y a aussi l'investissement citoyen dans des fermes photovoltaïques ou éoliennes, et des formes coopératives aussi de développement de ces énergies. Et en fait, il y a derrière ça, on voit à nouveau le fait que les changements de technologie amènent à la fois des changements de modèle économique et des changements de dynamique politique. Et c'est bien tout ça ensemble qui fait sens et qui va construire les énergies pour demain. Merci, on arrive même à être inspiré finalement et à avoir envie d'y aller de cette manière-là, même si c'est aussi complexe, en retenant donc tous ces mots, cercle vertueux bien sûr, substitution, effort, sobriété, efficacité, et c'est possible, voilà. Et photosynthèse artificielle. Et photosynthèse, ah mais vous avez raison Marc Fontcave, on attend votre photosynthèse artificielle qui marche déjà, mais il faudrait encore plus, en laboratoire pour le moment. Merci infiniment en tout cas de nous avoir éclairé de vos lumières, donc... Anna Créti, je rappelle que vous êtes professeure d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, spécialiste de l'économie de l'énergie et des économies d'énergie, j'ai envie de dire. Votre ouvrage « L'économie d'électricité, marché, concurrence et règles », paru aux éditions Cambridge University Press, a reçu, je le signale, le prix spécial de l'Association des économistes de l'énergie en 2019. Alors Yves Marignac, je renvoie bien sûr sur votre association Négawatt, sur son site bien sûr, et sur les différents ouvrages publiés par l'association Négawatt. Marc Fontcave, merci beaucoup. Pour en savoir plus sur cette photosynthèse artificielle, on peut retrouver sur le site du Collège de France vos recherches, vos découvertes en chimie des processus biologiques et vos cours, écoutables et téléchargeables donc sur le site du Collège de France. Et je renvoie aussi à votre dernier ouvrage aux éditions Flammarion, Halte au catastrophisme, les vérités de la transition énergétique. Chers amis internautes, merci pour votre écoute. On se retrouve le 24 juin prochain pour le dernier débat de cette saison et de ce
ce cycle. Demain la vie, la science peut-elle nous donner des raisons d'espérer? J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que la science qui nous donne des raisons d'espérer, tant mieux. On peut donc vous donner rendez-vous le 24 juin pour découvrir comment. On peut aussi vous renvoyer, allez, un petit peu de publicité sur mon magazine de toutes les sciences autour de la question que j'anime sur Radio France Internationale et qui traite de toutes les sciences, justement. Allez, je vous invite à garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Merci de nous suivre ici à la BNF et merci à toute l'équipe technique, scientifique de la BNF. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.